Nelly Dessautet est historienne de l'art, spécialiste de l'œuvre des briquetiers céramistes Virbin. Mardi 13 octobre 2020, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Nelly Dessautet autour de son ouvrage La Manufacture Virbin, beau livre paru dans la collection Les Maîtres Bâtisseurs Toulousains des éditions Terrefort. Donc pour cette présentation, je ne vous parlerai que de la manufacture Virbin dans cet aspect art sacré qui est l'objet du livre que je publie cette année. Et aujourd'hui, je n'évoquerai que la production d'Auguste Virbin, donc 1830-1857. C'est une période assez brève, 27 ans, mais quand même assez intense. Et puis, à la médiathèque, je parlerai début janvier de l'œuvre de Gaston Virbin. Donc, si jamais ça vous a passionné, ou si vous préférez les mailles, vous pouvez revenir à la médiathèque. Ce sera un sujet différent, ce sera une conférence complètement différente que je ferai à ce moment-là. Alors, Auguste Virbin, c'est un... Et le 3 novembre, vous êtes où ? Non, mais... Ça va, je ne suis pas Johnny Hallyday, on ne va pas me suivre à toutes les conférences, hein. C'est bon, hein. Quand même. Hein. On va se calmer, quoi. Hein. Bon, donc, Auguste Virbin, c'est le fils de l'architecte de la ville, Jacques-Pascal Virbin, qui a œuvré pendant 50 ans à la tête du bureau d'architecture de la ville, celui qui a fait qui a fait détruire les remparts de Toulouse, qui a créé les boulevards, qui a ouvert la ville sur le canal du Midi par la percée des allées Jean Jaurès en particulier, enfin à l'époque les allées d'Angoulême, les allées Lafayette puis d'Angoulême, et c'est lui qui a complété, restauré une partie des édifices toulousains, la Dalbade, la Dorade, enfin pas la Dalbade, non, la Dorade, Saint-Exupère, Saint-Jérôme. Bon, ça faisait partie de sa charge d'architecte municipal. C'est lui aussi, bien sûr, qui a fait la place Wilson et la place du Capitole, les alignements, voilà. Il a aussi élargi nombre de petites rues de la ville de Toulouse, en particulier la rue Saint-Antoine-du-Thé, les rues Lafayette, des choses comme ça, et tout un tas de petites places au centre-ville, Sainte-Scarbe, etc., Salingro, ont été revues par Jacques-Pascal Virbin, qui les a élargies, Place Rouens, tout ça, c'est lui qui les a élargies et qui a offert cette aération de la ville, qui est une aération mesurée. Bon. Donc, ce garçon avait 5 enfants, 5 garçons. L'aîné, François Virbin, était aussi dans le bureau de l'architecte de la ville, à ses côtés, et il devait prendre sa succession. Et puis, il y avait un peu plus loin, dans la généalogie, Auguste qui était destiné à devenir médecin, mais qui avait un caractère, semble-t-il, assez fort et qui a résisté aux pressions paternelles, et elles devaient être importantes parce que Jacques Pascal n'était pas quelqu'un quand même qui se laissait marcher sur les pieds, il a réussi à devenir lui aussi architecte, en dépit des souhaits de son père. Évidemment, ça créait sûrement une certaine tension entre les deux fils, puisqu'il ne pouvait y en avoir qu'un qui resterait à la tête du bureau d'architecte de la ville. Et puis Jacques Pascal s'est accroché très très longtemps à son poste. Il est parti très tard et sous la contrainte, à 80 ans passés. Donc du coup, ce n'est pas ses fils qui ont repris le bureau de l'architecte de la ville, c'est leur cousin, Urbain Vitry. Et les deux fils ont dû se trouver une autre activité.
Tous les deux sont partis dans le privé, avec pour François une activité aussi au sein des hôpitaux de la ville. Il était architecte des hôpitaux de la ville, de la Grave en particulier, pour lequel il a réalisé quelques bâtiments. Quant à Auguste, eh bien, lui a pris une voie complètement différente. Il a travaillé dans le privé. J'ai beaucoup montré dans le premier ouvrage tout ce qu'il avait réalisé dans l'architecture civile, les châteaux, et en particulier aussi tous les immeubles qui se trouvent en particulier le long des allées Jean Jaurès ou bien sur la rue Lafayette ou rue Perras ou rue des Marchands, bien sûr, dans la plupart des immeubles sont d'Auguste Virbin. C'est quelque chose qui a donné une image de la ville très particulière, avec une architecture de briques néoclassique importante. Bon. Mais il donne cette architecture, cet aspect de l'architecture et cet aspect de la ville, il le donne grâce aux produits de terre cuite qu'il fait réaliser dans une briqueterie qu'il crée en 1830 à Launaguet, petit village qui est limitrophe de Toulouse, au nord de la ville. Voilà. Mais donc, ils ne font pas que de l'architecture civile, parce que au XIXe siècle, dans ce début du XIXe siècle, eh bien, il y a une rénovation des églises qui est très importante. Avec la Révolution, on a fermé les églises, on les a désappropriées, elles sont devenues des temples de la raison, des temples du culte décadaire, et autre chose du même genre. Elles ont été vendues, elles servent de granges, de manufactures pour les plombs, pour l'armée aussi, de logements pour l'armée très souvent, puisque ce sont de grands volumes, ou bien carrément de carrières de pierre. Elles n'ont plus d'usage, puisque le culte n'est plus possible à partir de la Révolution, sauf évidemment avec des prêtres réformés, etc. Mais bon, ça n'est pas la question. À partir de 1802, il y a la loi sur les cultes et on permet à nouveau de célébrer le culte. Il y a un accord qui est passé entre le premier consul et le pape, et il y a une loi sur les cultes, pas seulement le culte catholique, mais aussi l'exercice du culte réformé, l'exercice du culte juif. Tout ça, c'est possible en France, suivant des règles bien précises. Et ces règles, c'est donc qu'on doit revoir la carte des évêchés. En 1802, on calcule, on décide qu'ils seront 50. En fait, ils vont être un peu plus, puisqu'il y en aura, grosso modo, un par département. On calque le nombre des évêchés sur le nombre des départements et leur territoire géographique est le même. Alors qu'avant, il y en avait beaucoup plus. Si on pense à la Haute-Garonne, il y en avait à Rieux, par exemple, en plus de Toulouse, il y avait à Rieux une cathédrale, il y en avait une à Saint-Bertrand-de-Comminges. Si on pense au Gers, il y en avait à Lectoure, en plus d'Auch, il y en avait une à Lectoure, il y en avait une juste à côté à Condom, il y en avait une à Lombez, et je ne sais plus où. Enfin bref, il y en avait, alors là, dans le Gers, énormément. Bon, donc tout ça révolutionne complètement l'usage des églises et des édifices, que ce soit les cathédrales ou les édifices privés, ou les édifices paroissiaux. Pour les paroisses, c'est la même chose. Il y a le même problème, c'est-à-dire qu'autrefois, il y avait plusieurs paroisses, et là, maintenant, on décide en 1802 qu'il devra y avoir une église minimum par juridiction de juge de paix. Je ne sais pas très bien à quoi ça correspond, mais grosso modo, très vite, ça va être une par commune, pas plus. Bon, pour les communes un peu plus grosses comme Toulouse, évidemment, il va y avoir une tension et assez vite, on va réussir à en avoir un peu plus, mais pas énormément. Autrefois, il y avait des paroisses un peu dans tous les lieux dits. Là, maintenant, c'est terminé. Donc, ça pose des soucis, bien sûr, puisque il faut rassembler plusieurs communautés dans un seul édifice. Cet édifice doit donc être plus grand que les petits édifices multiples que l'on avait autrefois.
Il faut donc les agrandir et puis surtout, il va falloir les réapproprier. C'est-à-dire que ces édifices qui ont été pillés très concrètement à la Révolution, ce n'est pas quelque chose que je remets en cause, c'est un point tout simple d'histoire, ça a été pillé, on a tout enlevé, soit pour les protéger, et dans ce cas-là, on va les ressortir peu à peu, au fur et à mesure qu'on va se rendre compte que c'est possible. On ressort des hôtels, on ressort des statues qui ont été mises à l'abri, ou certains éléments de calice, de patène, etc. Mais souvent, il n'y a plus rien, et donc il faut refaire tout ce mobilier, il faut le reconstituer et le faire à l'échelle de ces nouvelles églises qu'on doit agrandir pour accueillir la population, puisque maintenant l'église devient un bâtiment public, au même titre que les mairies ou les écoles. Elles sont donc à la charge des communes. Ça veut dire que c'est le maire, avec la communauté, qui doit prendre en charge la construction des églises, leur agrandissement aussi, et leur entretien. Enfin, une partie de leur entretien, le gros de l'entretien, ce qui est pris en charge quand on est propriétaire d'un logement qu'on loue. Il y a ce qui est pris en charge par le propriétaire, ce qui est de l'ordre du locataire. Alors, ce qui est de l'ordre du locataire, si on peut dire, c'est bien sûr tout ce qui est ornement. Pour cela, pour les ornements, il va y avoir ce que l'on appelle des fabriques qui vont être mises en place. Les fabriques, elles sont dirigées conjointement par le maire et le curé, qui ne s'en nomment pas toujours. Et puis, il y a un conseil de fabrique, ce sont généralement les personnes les plus influentes de la commune, qui sont les plus imposées aussi, et qui viennent là et qui vont décider qu'est-ce qu'on achète dans le mobilier, avec le curé, bien sûr. C'est lui qui donne quand même un petit peu les ordres de priorité, qui va décider qu'on achète telle statue pour tel culte, qu'on doit renouveler les autels, etc. Donc c'est dans ce cadre-là que la manufacture de Virebin va travailler. Alors tout cela se passe bien sûr sous l'autorité, si on peut dire, et avec la bénédiction et les incitations très importantes des évêques et des cardinaux. La plupart des évêques de la région et au-delà connaissent la manufacture Virebin parce qu'ils y ont fait appel à un moment ou à un autre pour leur propre cathédrale, souvent, on le verra, pour leur sanctuaire privé dans l'évêché, pour leurs appartements, et puis bien sûr aussi très directement pour les séminaires, puisqu'à ce moment-là on doit recréer bien sûr des séminaires. C'est aussi un volet très important du début du XIXe siècle, la création des séminaires, puisque depuis plus de 20 ans, aucun curé n'a été formé en 1802. Il n'y avait plus de séminaires, plus d'églises, plus de séminaires. Donc pas de formation de curé, en plus la plupart sont partis, sont trop vieux, donc maintenant il faut reformer à nouveau des séminaires, et c'est difficile, et ça prend un certain temps de recruter déjà des prêtres valables et de les former. C'est pas si facile que ça. Là, je vous ai mis le cardinal Donnet à Verdelais, qui est un sanctuaire qui a été très décoré par les Virebins, en Gironde. Le cardinal Donnet était surnommé le cardinal aux 100 clochers, c'est-à-dire si son action était importante. Et ici, je vous ai mis bien sûr un de ces curés bâtisseurs tel que l'a croqué un des Virebins. C'est un curé qui est natif de Launaguet, d'après la légende qui est portée par les Virebins, en bas. Voilà, ce sont des curés qui, malgré leur embonpoint, sont très actifs et qui vont mobiliser, bien sûr, leurs paroissiens pour obtenir des subsides, pour élever les églises, ce qui est difficile, parce que, certes, la loi impose aux mairies de donner un édifice décent pour la célébration du culte,
mais elle impose, elle ne donne pas le prix de l'édifice. Elle ne donne pas elle ne donne pas forcément de subventions, ce qui sera, comment dirais-je, une grande lutte pour les curés et pour les architectes qui ne sont pas du tout formés, les architectes de cette génération, qui ne sont pas du tout formés à cet art difficile de la demande de subventions qui va devenir courante à partir du XIXe siècle, pas seulement pour les églises, mais maintenant, lorsqu'on veut faire un édifice public, eh bien, on doit demander une subvention à la mairie, au conseil départemental, au conseil général, si vous voulez. On doit le demander éventuellement, si ça ne suffit pas, des subsides au ministère. Tout ça est difficile, c'est un parcours du combattant auquel personne n'est habitué au XIXe siècle. Et il va falloir quelques années pour que les choses se mettent en place. Grosso modo, jusqu'en 1850, les choses sont difficiles. Après, les architectes commencent à comprendre que, voilà, il ne suffit pas de traiter avec le curé ou le maire, que ça va être beaucoup plus compliqué, qu'il va falloir fournir un dossier conséquent, en plusieurs exemplaires, qui va devoir circuler dans les administrations et être approuvé par les architectes départementaux, les architectes diocésains, et que tout ça, que toutes les constructions qu'ils vont proposer doivent correspondre à des normes, si on peut dire, même si ça ne s'appelle pas comme ça à l'époque, et à des critères esthétiques bien précis. Alors qu'avant, il suffisait que ça plaise au curé, et puis c'était bon, quoi. On connaît les sous, et puis on pouvait construire. Là, c'est plus du tout la même histoire. Ça devient un parcours vraiment du combattant auquel les architectes de la première moitié sont pas du tout du 19e siècle sont pas du tout habitués. Alors, c'est pas les seules choses que l'on fait à ce moment-là. À ce moment-là, les mairies sont aussi en charge de fournir un presbytère pour le curé, qui maintenant, de même que l'évêque, sont rémunérés par l'État. Les églises, elles sont en piètre état, je vous l'ai dit. Là, je vous montre le relevé de la petite église de Villeneuve-de-Rivière, qui est une des dernières églises qu'on regardera, qui a été reconstruite par Auguste Virbin. Mais voilà, ça c'est la toute petite église de ce village. C'était une chapelle castrale ancienne. Et vous le voyez, c'est une église qui n'a l'air de rien, qui est juste une salle dans laquelle on se réunit avec un mur clocher, quelque chose qui est qui est en très mauvais état, lézardé. Voilà, et ça c'est et la plupart des églises du département sont dans cet état-là. Soyons clairs. Là, c'est bien sûr une vue de la manufacture Virbin que je vous montre, avec ce grand four et ces ateliers de séchage ici. Oui, ça suit. Bon, voilà. Et puis les ateliers qui conservent les moules de ce côté-ci. Et voilà l'usine à flanc de coteau telle qu'elle se présentait, telle que nous avons pu la reconstituer, avec le bâtiment des moules ici, enfin l'un des bâtiments des moules, là tout ce qui servait à faire à traiter la terre, à la mouiller, à la broyer, etc. Le grand four, et puis là des fours plus petits qui se signalent par ces cheminées. Derrière, c'est tout ce qui concerne l'expédition, le roulage, les écuries, et tout au fond, c'est la grande villa qui sert pour l'été, la villa des Virbin. Bon, alors les Virbin, ils ont mis au point ce que l'on appelle la plaintotomie, qui est la possibilité de créer un relief sur la pâte encore fraîche avec des espèces d'emporte-pièces métalliques. C'est ce qui a permis de faire toutes ces moulures que l'on a sur les façades des hôtels des allées Jean Jaurès en particulier, avec les oves, les raies-de-cœur, etc. Mais c'est utilisé aussi pour des moulures romanes ou pour des moulures gothiques, comme nous les voyons ici, avec ces grands panneaux qui servaient de soubassement dans les églises en particulier, ou qui pouvaient servir pour les tabernacles, pour les hôtels, ces grands panneaux gothiques. Les roses aussi, puisque c'est un des grands critères du XIXe siècle. On essaie de faire des églises gothiques, et pour faire une église gothique, eh bien, très souvent, on y adjoint une rose dans les grands murs de façade qui sont pleins en briques. On les perce avec une rosace de terre cuite
de façon à lui donner un air gothique. Et puis il y a dans la manufacture Virbin un certain nombre de sculpteurs qui travaillent. C'est en particulier le cas de Joseph Salamon, dont on voit ici une des Pietas. Voilà, avec ce détail. Une Pietà qui a connu un succès assez important. Ah, j'étais un peu vite là. Ah, non, ça ne veut pas revenir en arrière. Désolée. Je ne sais pas comment faire là. Ah, c'est de pire en pire. Bon, enfin, il y a plusieurs sculpteurs qui travaillent. Sous Auguste Virbin, il y a donc Joseph Salamon qui travaille jusqu'en 1850, au moment où il se suicide. Et puis, il y a Charles Roued, qui était peintre et sculpteur. Et enfin, la manufacture utilise beaucoup les moulages d'œuvres anciennes. Ça, on y reviendra plus tard. Donc, les évêques, ils ont une importance considérable, puisque c'est eux qui vont être prescripteurs par peut-être pas forcément en indiquant la manufacture Virbin, mais en allant visiter la manufacture Virbin, déjà régulièrement, en bénissant les fours, ce que fera par exemple l'évêque de Doch, Monseigneur Lacroix d'Azolette, qui viendra en 1843 et qui va bénir un four nouveau de la manufacture et qui admirera la piété des ouvriers. Tous de bons chrétiens, dit-il, dans le compte-rendu de sa visite. À Toulouse, il y a Monseigneur d'Astros, que vous voyez ici, qui était un curé qui avait été emprisonné parce qu'il s'était opposé à Napoléon, un légitimiste. C'est lui qui va, quand il est dans le diocèse de Bayonne, qui va restaurer le séminaire de la Ressort, le petit séminaire de la Ressort, qui sera plus tard décoré par les Virbin. Mais à Toulouse, il commande en 1855, il commande un petit oratoire pour ses appartements. C'est le petit oratoire que vous avez sur le côté avec cette Vierge Immaculée. Donc je pense que c'est, les curés qui l'entouraient, voit un petit peu qu'il s'adresse aux Virbin. Hein, et donc, après, ça doit quand même un peu les inciter à aller demander ou regarder les catalogues de la manufacture Virbin pour commander ce dont ils ont besoin pour orner leur église. Monseigneur d'Astros, c'est lui aussi qui va créer à Notre-Dame d'Allée, dans la forêt de Bouconne, une maison de retraite pour les curés âgés. Et justement, quelques années plus tard, après la création de cette église, eh bien, un autre architecte qu'Auguste Virbin va créer ce portique tout à fait extraordinaire devant l'entrée de l'église, où les anges, aussi bien que la mise au tombeau, que la descente de croix, sont de la manufacture Virbin. Revenons donc à Verdelais, avec toujours Monseigneur Donnet, et une église qui, comme beaucoup d'églises classiques, avait des niches, mais des niches qui étaient en façade, qui étaient vides. Et bien comme beaucoup de ces églises dont les niches étaient vides, soit parce qu'on n'avait jamais eu les moyens de terminer les travaux, soit parce que à la Révolution, les statues avaient disparu, au XIXe, elles seront meublées par des statues en provenance de la manufacture Virbin. Et là, vous avez 4 statues qui témoignent du culte marial qui se développe à Verdelais au XIXe siècle. Une première église entièrement terminée par Auguste Virbin, et c'est rare, c'est l'église de Saint-Jean-Baptiste d'Onde, en Haute-Garonne, et elle témoigne bien de la difficulté de réaliser ces édifices au XIXe siècle, puisqu'on la commence par la façade que vous voyez devant vous, qui est une façade classique, avec un double fronton, et puis au milieu une serlienne qui renouvelle assez bien le genre du mur clocher.
Et c'est, je crois, le seul qui ait été fait de mur-clocher par Auguste Virbin. De part et d'autre des niches, mais bon, les statues là ne sont pas de la manufacture. Par contre, le petit Saint Jean-Baptiste qui est dans le fronton est effectivement, lui, issu de la manufacture Virbin. Et puis un décor très léger, c'est juste des modillons, des petites mutules qui sont donnés pour cette façade. Alors, cette façade, elle est faite en 1839. Et elle est faite exclusivement sur des fonds privés qui sont réunis par les fidèles sous le patronage du curé Pujol, qui est justement un oncle un peu éloigné d'Auguste Virbin. C'est pour ça sûrement qu'il s'adresse à lui pour réaliser cette église. Après ça, on s'attaque au chevet de l'église, quelques années plus tard, puis on fait les murs de la nef, et enfin, en 1953, on s'avise de couvrir l'édifice. Et c'est là qu'on se décide à faire appel au fonds, aux subventions, parce que là, les paroissiens sont exsangues. Ils n'ont plus rien pour financer cette église. Et donc, à ce moment-là, on va demander les autorisations nécessaires. Et c'est à ce moment-là qu'Auguste Virbin va fournir le dossier de plan pour cette église qui est déjà presque finie. Il ne reste plus qu'à faire le voûtement. Mais tout s'est fait sur les fonds des paroissiens et grâce aux journées de travail qu'ils donnent, grâce aux matériaux qu'ils offrent, comme sous l'Ancien Régime, et sans faire appel du tout aux subventions. Voilà, alors ça c'est le décor de la façade avec les pyramidions, les palmettes, les angelots. Là nous sommes dans l'abside, sûrement décorée par un barbouilleur italien, et puis vous voyez que tous les modillons ici sont en terre cuite, ils proviennent bien sûr de la manufacture Virbin, de même que les mutules. La base des colonnes est tout à fait intéressante avec ces grandes feuilles cannelées, ces grandes feuilles d'acanthe qui viennent enserrer l'âme en bois de la colonne qui est peinte là imitation marbre. Là, nous passons dans une autre église qui est un petit peu du même genre, si on peut dire, enfin une chapelle plus exactement, c'est la chapelle des mariages, qui s'appelle actuellement la chapelle de l'adoration perpétuelle, qui n'est pas très loin d'ici. Elle est dans l'église de Saint-Jérôme à Toulouse. Et c'est une création, un aménagement d'Auguste Virbin. Elle est assez peu connue parce qu'elle est ouverte le soir, après 18h. Donc il y a peu de gens qui la connaissent. Mais tout le décor de colonnes que nous avons ici, avec ces bases engainées là, et décorées de corbeilles de fruits et d'angelots, est en terre cuite et vient de la manufacture. Bon, les colonnes aussi, et puis les chapiteaux aussi. Et il y a un plafond à caisson avec ces chardons qui sont toujours en terre cuite. Il y avait sûrement l'autel, mais depuis, ça a été modifié, donc là, ça n'est plus de la manufacture. Il y avait aussi dans la chapelle Saint-Jérôme quelque chose qui a disparu, c'est ce magnifique orgue qui avait été décoré sûrement par Joseph Salamon, de tout un tas de petites sculptures. Ce buffet d'orgue de Puget a été vendu par Saint-Jérôme et il se trouve maintenant à l'église Saint-Louis de Bédarieux où il participe au festival des orgues. Voilà les décors de terre cuite de la manufacture, enfin certains de ces décors. À la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse, je vous ai mis ici une photo de l'état antérieur avant que les Virbin interviennent et avant qu'un certain nombre de restaurations n'aient eu lieu. Donc on voit encore le chœur clos des chanoines. On voit aussi que l'accès au déambulatoire est assez réglementé avec cette porte que nous avons ici. Puis là, un autel qui a disparu, qui était lui destiné aux fidèles. Et sur le côté, une chaire en bois assez pauvre, qui vous voyez a l'air un peu bancale. Elle a été remplacée en 1840 par une chaire dessinée par Auguste Virbin et sculptée par Joseph Salamon, le sculpteur de la manufacture à cette période, à partir de moulages des termes de Puget pour l'hôtel de ville de Toulon.
et puis ici le cul-de-four de l'hôtel de Felzin, et ici des moulages des vertus théologales d'un tombeau de la chapelle funéraire de Biron. Et puis en haut, il y a l'apothéose, bien sûr, de Saint-Étienne, qui est une œuvre de Salamon. Voilà, c'est une œuvre assez majestueuse. Nous la revoyons là, juste après sa pose sûrement, dans un tableau qui reprend la gravure que nous avions tout à l'heure, mais avec la nouvelle chaire. Et vous le voyez, les fidèles qui sont installés devant le curé qui prêche du haut de sa chaire. Ça n'est pas la seule œuvre de Auguste Virbin qui se trouve dans cette chapelle Saint-Étienne. Vous avez ici, dans la chapelle des reliques, tout un décor qui a été fait par Auguste Virbin, dessiné par Auguste Virbin. Vous voyez le dessin qui est extrêmement fin, extrêmement précis que nous avons ici pour ce projet. Ça avait été mis au concours et donc c'est Auguste Virbin qui a remporté le concours pour la décoration de cette chapelle. Donc on a une chapelle avec des gables que nous avons ici avec des crochets, des choux frisés, etc. Tout un décor là de trilobes qui est assez intéressant, qui est en terre cuite, bien sûr. Et puis en dessous, les portes des armoires qui sont en fonte. Derrière se trouvaient les reliquaires, puisque la chapelle Saint-Pantaléon avait offert les reliques qu'elle conservait, et puis on a rassemblé d'autres reliques. Donc il y avait la nécessité de faire vraiment une chapelle pour réinstaller toutes ces reliques toulousaines que l'on souhaitait présenter assez proprement et glorieusement même. Voilà, donc une photo de cette chapelle. L'autel, lui, est en fonte, et c'est un autel tombeau, reliquaire, ajouré. Le décor devant est aussi en fonte, et vous le voyez, c'est toujours un décor gothique, que ce soit pour l'autel, que ce soit pour l'appui de communion devant. La grande affaire de la carrière d'Auguste Virbin, c'est bien sûr le concours pour l'édification de l'église Saint-Aubin, un concours qui a lieu donc en 1843, après que l'on ait supprimé le cimetière qui se trouvait à Saint-Aubin, qui dépendait de la cathédrale Saint-Étienne, et qu'on ait créé donc le cimetière que Urbain Vitry ait créé, le cimetière de Terre-Cabane. À ce moment-là, on dégage donc un terrain qui est assez important, et Saint-Étienne souhaitant avoir une paroisse secondaire, eh bien, on va donc offrir cette possibilité à Toulouse d'avoir une nouvelle église du 19e, créée complètement au 19e siècle. On lance un concours, il y a une soixantaine de candidats, je crois, qui se présentent et qui font des projets. Comme c'est un budget conséquent pour Toulouse, 400 000 francs, ce qui est énorme pour Toulouse et pour la région, parce que ça n'a rien à voir avec les budgets qui ont lieu dans le nord de la France, qui sont de 2 000 ou 3 000 francs. Là, on est 400 000 euros, c'est rien, quoi. 400 000 francs, c'est vraiment rien. Mais, et d'ailleurs, comment dirais-je, les membres du conseil municipal et du conseil qui est chargé d'examiner les projets à Toulouse disent que la plupart des projets sont autour de 600 000 francs. Donc déjà, le projet tel qu'il avait été chiffré par le conseil municipal n'était pas dans les cadres budgétaires. Mais bon, pour Toulouse, c'est un gros projet. Donc c'est une grande église qui devait être construite avec une chapelle des mariages un peu à l'écart. Et le conseil qui est chargé d'examiner les projets qui sont présentés 2 week-ends de suite au musée des Augustins, exposés au public.
juge que c'est le projet d'Auguste Virbin qui doit être classé en premier. Sachant que bon, les projets ne sont pas nominatifs, hein, mais tout le monde l'a reconnu. Mais il n'avait pas, comment dirais-je, il était censé examiner la faisabilité des projets, il n'était pas censé les classer. C'est le Conseil des bâtiments civils à Paris qui était censé classer les projets et indiquer le lauréat du concours. Et le Conseil des bâtiments civils va écarter le projet Virbin, pas en première séance, mais 2 ou 3 séances, il est éliminé, au profit d'un projet mi-roman, mi-renaissance, qui est mi-byzantin, qui est le projet actuel, celui de l'architecte Delors, qui est un jeune architecte, contrairement à Auguste Virbin, qui est un architecte plus mature. Alors Auguste Virbin, lui, il avait proposé un projet gothique. Et c'est ce qui va être reproché, en quelque sorte, à Auguste Virbin, c'est le fait d'avoir fait ce choix innovant, pour le début du XIXe siècle, d'un projet gothique. Il y a 2 écoles qui s'affrontent à ce moment-là. Une école qui est classique, qui est dans la mouvance des bâtiments civils, dans la mouvance de l'école d'architecture parisienne, et qui représente l'autorité, en quelque sorte, en matière d'architecture, et elle est toujours sur la ligne classique. Et de l'autre côté, il y a la ligne des archéologues, qui, elle, veut que le meilleur choix pour un édifice religieux, ce soit le choix de l'architecture gothique. C'est la même option qui est prise par le clergé. Le clergé est aussi favorable à un projet gothique. Et pour le clergé aussi, la meilleure façon d'élever l'âme du fidèle, c'est d'être dans un édifice gothique qui, par ses lignes élevées, ses colonnes, ses arcades, etc., va élever naturellement l'âme du fidèle vers Dieu, et donc va favoriser sa foi, et on souhaite quand même le renouvellement de la foi et le renouvellement du nombre de chrétiens dans cette France royaliste. Donc, ça va poser évidemment énormément de problèmes à Toulouse. Les revues d'architecture vont être très favorables au projet d'Auguste Virbin, les annales archéologiques en particulier. Et par contre, l'autorité, elle, est favorable à un projet classique et au projet de Delors, puisque c'est celui de Delors qui est récompensé, qui est reconnu le premier. Alors même si le curé de Saint-Aubin est favorable au projet d'Auguste Virbin, le clergé ayant besoin d'une église, au bout d'un moment, il va lâcher prise. Il ne soutiendra plus le projet d'Auguste Virbin. La mairie, par contre, elle, continuera à soutenir le projet d'Auguste Virbin, d'autant plus qu'Auguste Virbin est conseiller municipal à ce moment-là. Donc, ça facilite quand même les choses entre collègues. Et puis, bon, c'est toujours la même histoire. Il s'agit de résister face au pouvoir parisien. Soyons clairs. Donc, on soutient le projet de Virbin. Les fidèles, pareil, soutiennent le projet de Virbin, ce qui fait qu'à la fin, les subventions prévues et promises et les donations des fidèles ne seront pas au rendez-vous, et que l'église ne sera pas finie et traînera pendant très très longtemps, et n'est toujours pas finie d'ailleurs, l'église de Saint-Aubin, parce que les fidèles n'étaient pas contents qu'on n'ait pas choisi le bon projet, celui qu'ils avaient choisi, le projet toulousain en terre cuite et en fonte. Il faut savoir que la Brousse, l'architecte de les bibliothèques nationales de France et la bibliothèque Sainte-Geneviève, lui aussi avait fourni un projet, mais lui aussi a été rejeté parce qu'il n'était pas assez, il était trop innovant aussi sûrement, pas assez classique, et il a été éjecté encore plus vite que dans les phases du concours que Auguste Virbin.
Toutefois, Auguste Virbin a pu s'en donner à cœur joie avec le gothique en réalisant ce projet de restauration de la cathédrale Saint-Pierre de Condom, de l'ancienne cathédrale Saint-Pierre de Condom, puisque Condom n'est plus cathédrale, mais dans les petites villes, le statut de cathédrale était un statut très important, puisque ça permettait de se distinguer de sa voisine. On avait une cathédrale dans la ville, ça permettait d'avoir un évêque, un clergé assez important, des richesses. Bon. Donc, Condom n'est plus cathédrale, mais souhaiterait bien le redevenir. Évidemment, ce n'est pas possible, mais bon, au 19e, on a quand même envie de faire comme si. Donc, l'église était vide, il n'y avait plus de mobilier, mais vraiment plus rien. Au 19e, on dit qu'il ne reste qu'une statue de la Vierge dans toute la cathédrale. Il n'y a plus d'autel, plus de chaire, plus rien. Donc on est obligé, lorsqu'on réaffecte l'église, de récupérer dans différentes églises des bouts de mobilier à droite et à gauche, plus ou moins brinque-ballant. Mais surtout, ce qui affligeait considérablement le clergé, c'était donc la perte du fait que l'église ne soit plus cathédrale, et la perte de sa clôture de chœur et de son jubé. Alors ils ont essayé d'en reconstituer ça a été très difficile, parce que le Conseil des bâtiments civils a trouvé ça complètement crétin. Puisqu'il n'y avait plus de chanoine, ce n'était pas la peine d'avoir une clôture de chœur et un jubé. Pas la peine de fermer un chœur sur un office qui n'avait plus lieu d'être. Donc, je trouvais ça aberrant d'en refaire un. Les monuments historiques et la cathédrale étaient le seul monument religieux classé dans la première liste des monuments historiques de 1840 pour le Gers. C'est dire que c'était un édifice quand même assez important et qu'elle pouvait prétendre et espérer prétendre à certaines subventions de la part des monuments historiques pour sa restauration. Donc, ils avaient réuni d'ailleurs pas mal de fonds et ils souhaitaient avoir absolument cette clôture de chœur. Auguste Virbin va fournir un projet de restauration complet pour cette cathédrale, vitraux, le portail aussi, pour lequel il ne restait plus aucune sculpture. Tout ça va être, il propose de refaire des statues, il propose de refaire tous les appuis de communion, etc. Et il va aussi proposer de faire une clôture de chœur en fonte, avec des statues de terre cuite. Les monuments historiques trouvent ça ridicule, mais devant la pression des autorités politiques, du député du Gers, du préfet, etc., et bien sûr des curés et de l'évêque, ils vont finir par céder, à condition que le projet soit refait et par un architecte compétent. Alors, ce ne sera pas un architecte qui va refaire le projet, c'est l'archéologue Alexandre Dumège, qui est un ami de Virbin et qui propose au curé du Combe et à Auguste Virbin d'aller visiter la cathédrale Sainte-Cécile à Albi. Il leur fait voir la clôture de chœur et il leur dit, eh bien voilà, on va mouler la clôture de chœur d'Albi et on va la reproduire à Saint-Pierre de Condom. Les églises sont de la même époque, ça ira très bien. Et c'est ce que va faire Auguste Virbin. Il part tout un hiver et il va mouler la clôture de chœur d'Albi. Et il la reproduit donc à Condom à partir de 1842 et il travaille jusqu'en 1847. Voilà, donc c'est cette clôture de chœur. Là, nous avons une travée avec les dés qui surmontent les statues, les choux frisés, tout cela est moulé très exactement sur la clôture de chœur d'Albi et c'est réalisé en grès. Les anges eux-mêmes sont très proches de ceux d'Albi, mais ils sont agrandis.
Les visages, bien sûr, sont différents parce qu'au 19e, on tient quand même beaucoup aux critères de représentation du 19e. L'autel majeur, c'est pareil, il est refait. Là, il est fait en marbre puisque les Virbain avaient aussi une manufacture de marbre. C'est un beau modèle gothique. La chaire aussi est faite, comme vous le voyez, en 1847, et elle utilise des procédés qui ont été mis au point pour la restauration du château de Launaguet, qui est contemporaine. Et toutes les chapelles qui se trouvent au sud et certaines qui sont au nord sont aussi restaurées par les Virbain. Et vous voyez là aussi que l'on a les dés au-dessus des statues, les statues et même là les bas-reliefs qui ont été bûchés soit à la Révolution, soit pendant les guerres de religion, qui sont refaits par Virbain et sa manufacture. Dans le même genre, il y avait à Cognac, mais là, ça n'est pas entièrement fait par les Virbain. On a refait aussi un chœur, une clôture de chœur. Là, c'est fait en pierre, mais à la façon gothique. Mais vous le voyez, les statues, il y en avait beaucoup plus. Et il y avait en particulier des statues ici d'anges qui venaient au-dessus, étaient de la manufacture Virbain. Un endroit aussi où Auguste Virbain a pu s'en donner à cœur joie avec l'art gothique et le remaniement des églises. Alors là, c'est une église gothique toulousaine, c'est l'église de Saint-Jory, c'est-à-dire ces grandes églises à nef unique, des églises un peu, qu'on pourrait dire, églises sales, où il n'y a pas de chapelle sur les côtés, juste une grande nef avec une abside au fond et un mur fermé de façade en briques. Alors, qu'est-ce qui est proposé? Au départ, il vient juste pour faire une sacristie, et c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut la faire sur les terrains du cimetière, qu'il faut désaffecter, etc. Mais enfin bon, il réussit à la faire. Et puis après, on lui demande de faire un projet pour intégrer un certain nombre de tableaux, 6 ou 7 tableaux qui ont été faits par des artistes locaux, dont Andrieux et Prévost, et on lui demande de les intégrer. Alors, ce qu'il fait pour les intégrer, c'est donc un soubassement ici, imitation bois, mais qui est en terre cuite, soubassement gothique, et puis au-dessus, ces grandes arcades que vous voyez ici, avec des frontons trilobés, toute une série de petits crochets, des amortissements gothiques. Tout ça est en terre cuite, peint imitation bois et fileté d'or. C'est assez proche du projet initial qu'il avait prévu pour Condom. Il en profite pour faire toutes les clés de voûte de la nef, puisque Saint-Jory, c'est Saint-Georges, bien sûr, eh bien on a Saint-Georges terrassant le dragon sur l'abside, et puis après les 4 évangélistes, c'est Saint-Maur les 4 évangélistes. Il ajoute aussi au pied des colonnes des petits monstres que vous voyez ici, tout à fait fantaisiste. C'est un gothique, bien sûr, à la manière des fabriques que l'on pouvait trouver dans les parcs du XVIIIe siècle, un gothique fantaisie, plein d'imagination, où l'on aime bien s'occuper des détails et les soigner particulièrement. Et il perce la façade avec cette grande rose gothique qui est en fait très inspirée par la rose des Cordeliers de Toulouse. Plus tard, son fils meublera la totalité des chapelles qui seront percées dans les murs de la nef avec un certain nombre d'autels décorés de terre cuite. Et puis, au-dessus du portail latéral, eh bien, il va placer ce Saint-Georges terrassant le dragon. Autre façon d'agrandir les églises les petites églises rurales du 19e, au 19e siècle, c'est l'église de la Pérouse-Fossade, pas très loin de Launaguet, pour lequel on va percer des fenêtres où on va mettre des remplages de terre cuite gothique. Et puis, comme vous le voyez, ici, c'était une église, toujours pareil, une église halle, avec juste une nef. Eh bien, on va percer 2 chapelles sur les côtés pour l'agrandir.
De même, Auguste Virbin va refaire le mur sud, ici, et il va supprimer un poteau qui était en plein milieu et qui gênait considérablement la vue, ce qui lui permettra de revoûter l'édifice, non plus à la Philibert Delorme comme il avait prévu au départ, mais avec des tuilettes, ce qui suscitera de grands doutes dans l'esprit du maire qui ne comprend pas qu'on arrive à faire une voûte plus solide pour moins cher et qui va donc s'opposer au projet. Il faudra qu'Auguste Virbin fasse appel à l'architecte diocésain et qui lui demande de venir valider son projet, de venir expertiser ses travaux pour que finalement le maire se décide à accepter ces travaux modifiés. Et c'est là qu'on voit bien que les dissensions qu'il y a toujours entre les maires et les curés, qui sont très importantes souvent au XIXe siècle, les maires freinent des quatre fers, et dès qu'il y a une petite modification du projet, évidemment, on le sait maintenant, on a l'habitude de ces procédures publiques. S'il y a une modification du projet, il faut relancer il faut redemander toutes les autorisations. Mais au 19e, on ne le sait pas du tout. Et donc, les architectes sont complètement pris au dépourvu quand ils voient qu'ils ont à refaire tout le travail de demande de subvention, et de remonter le dossier et lui refaire supporter la totalité des marches administratives. Ça les dépasse complètement. Auguste Virbin en particulier, qui a travaillé longtemps au bureau de l'architecte de la ville de Toulouse, il ne comprend pas du tout que là, on soit dans ce cadre-là. Hein. Et donc, il est souvent dépassé par les événements et souvent en essayant de simplifier la chose et d'arranger au mieux financièrement une commune en faisant quelque chose de plus solide ou de plus... de moins cher, eh bien, il va se retrouver confronté à des délais supplémentaires qu'il n'avait pas du tout imaginé, puisqu'il faut refaire tout le processus du dossier, ce qui est quelque chose qu'il n'avait pas du tout envisagé, parce que, évidemment, avec son père, il avait l'habitude de tracter directement avec le maire sous l'Ancien Régime. Et puis là, c'est plus du tout la même chose, bien sûr. Alors, à l'intérieur de l'église, on voit une Assomption de la Vierge qui vient de ses ateliers. On voit une chaire aussi néo-gothique. Et sur les côtés, les décors des chapelles sont aussi de cette manufacture. À Blagnac, c'est la même chose. Avec en plus le problème d'Esquier, qui est l'architecte en charge de veiller pour le département à la bonne exécution des projets et à leur validation. Et Esquier, qui prend pas mal de liberté lui-même lorsqu'il dirige des travaux, là, va exiger d'Auguste Virbin qu'il refasse les choses à l'identique. Ça va être très difficile pour Auguste Virbin. Donc on voit le projet en bas. Et en grand, vous avez la réalisation. Il a dû percer, il a dû mettre des remplages gothiques dans toutes les baies. Et au centre, il avait prévu de mettre une statue de Saint-Pierre, ce qui lui a été refusé par Esquier, qui a dit que qu'il devait y avoir des baies identiques partout. Et là où les choses sont devenues dramatiques pour Auguste Virbin, c'est sur le clocher, puisque le clocher devait être refait, enfin la flèche du clocher et la balustrade devaient être refaites, puisqu'il y avait eu le télégraphe-chape qui avait été placé là, et au moment où on enlève le télégraphe-chape, évidemment, l'administration indemnise la ville pour qu'ils puissent refaire leur clocher. Et là, il y a toute une série, comme vous le voyez, de petits crochets sur la flèche du clocher, et Auguste Virbin va proposer de les refaire, non pas en pierre, mais en terre cuite, et non pas en deux parties comme ils étaient initialement, mais en une seule, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau et que ça soit plus solide. Et comme ça n'était pas précisé, il n'avait pas jugé utile de le préciser au départ dans le devis. Quand après, à l'exécution, le maire se rend compte que c'est fait un petit peu différemment, il se précipite pour dire que c'est pas fait comme il faut.
à Esquier, et qui va dire mais pourquoi, mais comment, mais qu'est-ce que c'est, je veux qu'on me refasse le projet complètement, qu'on me donne un relevé de l'état ancien très précis, ce que fait justement Auguste Virbin sur le côté. Et zut. Bon. Et ça va repousser les travaux, bien sûr, d'autant, puisqu'il faut qu'Auguste Virbin s'exécute et qu'il explique pourquoi et qu'il refasse tout le projet en se conformant exactement à ce qui était autrefois. Donc, un souci de reproduction archéologique stricte d'un état antérieur. Savoir qu'est-ce qui est, même s'il était architecte diocésain, n'a pas hésité à modifier d'autres clochers qu'il avait sous sa responsabilité, à remplacer un clocher-mur par un clocher tour, et ainsi de suite, quoi. Ou à recopier un clocher qu'il avait fait pour une église, à le recopier sur une autre église. Donc, c'est toujours pareil. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Là, nous sommes dans je vous ai mis une des choses qui est faite régulièrement par les Virbin, mais dont je ne parle pas dans je parle peu dans cette conférence, mais il fallait bien quand même que j'en mette un. C'est bien sûr le mobilier qui est fait par la manufacture. Là, c'est le mobilier qui est fait pour le maître-autel, qui est fait pour l'église Saint-Hilaire de Castelmoron en 1852 dans le Lot-et-Garonne. Le Lot-et-Garonne, il y avait un évêque, l'évêsin de Vesoux, qui était très concerné par l'archéologie. Il avait restauré des conférences archéologiques et obligé ses curés à suivre cette formation archéologique. Du coup, dans ce département, il y a beaucoup de décors néogothiques de grande qualité, parce que, justement, ces curés ont suivi ces formations, ces cours d'architecture et d'archéologie. Et donc, beaucoup se sont aussi adressés aux Virbin. Là, l'église a été complètement reconstruite en style néo-gothique, et il y a eu un très bel hôtel fait par les Virbin, et qui reste en plus en entier, avec donc l'hôtel compartimenté avec des petites colonnes. C'est un modèle assez classique. Et puis au-dessus, donc, les 6 apôtres sous petites arcades gothiques. Et enfin, un tabernacle important avec une exposition, là aussi, gothique. C'est évidemment une figuration de la Jérusalem céleste et de son élévation avec les clochetons, etc., qui nous est proposée. Voilà, justement, ce clocheton avant son départ de l'église, de la manufacture Virbin. On voit justement le fronton de la manufacture derrière. Et puis le gothique se révèle être onéreux finalement. Le gothique, même style XIIIe, c'est-à-dire dépourvu des ornements qui font la joie d'Auguste Virbin, tel qu'il est théorisé par des architectes comme Lassus au moment où il fait la restauration de la Sainte-Chapelle, ou par Viollet-le-Duc. Ce gothique du XIIIe siècle se révèle être finalement assez onéreux dans le midi de la France, qui est très pauvre encore une fois, et où le montant d'une église, c'est souvent 20 000 francs, 40 quand on compte le clocher, donc rien à voir avec les montants des travaux qui peuvent être faits dans le nord de la France. Ça se révèle être onéreux. Et puis finalement, le gothique du XIIIe, c'est un gothique un peu parisien, pas vraiment le gothique méridional, même si on revient sur cette appellation maintenant, que l'on voit dans la région, qui est un gothique avec des murs pleins de briques, etc., pas toutes les ouvertures qu'on peut y voir. Donc on se dit que finalement on va revenir à une autre époque du Moyen-Âge, toujours, puisque c'est le Moyen-Âge qui est la période catholique par excellence, de référence pour le clergé, et donc on décide de revenir au roman et de réaliser des édifices néo-romans. Alors, Virbin, qui est pourtant âgé, puisqu'il a quand même plus de 50 ans, donc par rapport à ses jeunes collègues qui sortent de l'école, et qui a été formé quand même
à l'école classique avec son père. C'est la place du Capitole, c'est la place Wilson, n'a rien à voir avec le gothique ou avec le roman. Eh bien, il se met au néo-roman. Après s'être adonné au néo-gothique, il se met au néo-roman. Et là, il propose, par exemple, pour l'église Saint-Barthélemy à Oust, un très beau massif de portails et de clochers, qui est vraiment une imitation tout à fait extraordinaire de l'architecture romane, avec un portail triple d'ailleurs, et ça va susciter les foudres de toutes les autorités architecturales qui trouvent qu'un portail ça suffit pour une église ariégeoise, c'est bon quoi. On va pas en faire un flanc, on va pas dépenser de l'argent pour faire 3 portails quand même. Qu'est-ce que c'est au-dessus une triple arcature que vous voyez ici, un triplet, et puis une alternance quand même de frontons triangulaires avec ces arcades romanes qui est tout à fait intéressante, à chaque fois des soulignements avec des avancées et des petites corniches. C'est vraiment un modèle tout à fait extraordinaire. Je signale quand même que dans le fond, là, il y a une petite chapelle néo-gothique qui est aussi de Virbin. Mais c'est une chapelle privée, privée, une chapelle, un petit oratoire privé. Voilà, le triplet qui est très beau, avec des moulages de sculptures romanes qui sont aux Augustins. Vous voyez les billettes, c'est vraiment une compréhension et une reproduction de l'architecture romane dans tous ses détails. Là, c'est une autre église, je vous l'avais dit, on l'a vu tout au début, la petite église, la petite chapelle castrale de Villeneuve de Rivière, qui était perchée en haut du village, a été remplacée en bas du village par une église beaucoup plus grande, dont vous le voyez, le plan est tout à fait classique pour une église romane, avec une nef et 2 collatéraux, puis 2 chapelles qui font transept sur les côtés, et enfin un beau chevet avec une abside recreusée, là, de petites niches, et 2 absidioles. Et puis là, devant, un massif pour le clocher, qui sera d'ailleurs agrandi, puisqu'au départ, l'église s'arrête là, et puis finalement, on demande le rajout. Une fois que les fondations sont faites, les villageois se pressent et se disent que finalement, l'église est trop petite et la rallonge. De même que le clocher, au départ, était un clocher assez simple, pas très élevé, et puis finalement, on décide de faire un clocher beaucoup plus important, comme nous le voyons sur la vue de droite. Et voilà la réalisation, comme vous voyez, un beau clocher néo-roman. Alors ça prend tellement de temps que, évidemment, on est à la fin de la vie d'Auguste Virbin. Ça n'est pas lui qui terminera les travaux, c'est son successeur, Joseph Reynaud, qu'il employait dans son cabinet, dans son agence, depuis déjà plusieurs années, qui terminera cet édifice et qui reprendra un certain nombre des églises ou des projets qui sont en cours. Par exemple, l'Immaculée de la Conception à Toulouse, c'est probablement au départ un projet d'Auguste Virbin. Enfin, on est à peu près sûr qu'il a fait un projet. Et puis finalement, c'est Reynaud qui le fera parce qu'il meurt bien avant que les choses ne soient attribuées. Voilà, il meurt en 1957. Là, on a le portail, un beau portail avec archivolte, décoré de tors assez simples, et puis là, d'une frise, et des chapiteaux néo-romans, des chapiteaux romans moulés en terre cuite. Alors, très probablement, je vous montre une des dernières œuvres d'Auguste Virbin. C'est une œuvre qui date de 1855, c'est-à-dire 2 ans avant sa mort. C'est un très beau portail roman. Le portail roman du moins pour ce qui est des ébrasements, avec ces personnages qui sont donc des apôtres, ces personnages sculptés, ces espèces de statues-colonnes, et puis ces très beaux chapiteaux qui sont là, et puis l'archivolte qui est décorée à chaque fois avec un motif différent. Bon, mais le bas,
c'était la reconstitution de ce qu'on appelait à l'époque le portail de la salle capitulaire de la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse, tel que Alexandre Dumège le proposait dans le musée des Antiques, c'est-à-dire l'actuel musée des Augustins à Toulouse, et qui a été reproduit par Auguste Virbin, sûrement à la demande de Dumège, et sûrement dans la perspective d'orner justement ces églises romanes, dont on a vu tout à l'heure le portail d'Oust, le portail de Villeneuve-de-Rivière. Elles n'ont pas été terminées à temps, et donc Auguste Virbin n'a pas pu y placer ce portail qui finalement a atterri sous la tribune de l'orgue de l'église de Launaguet, parce que c'est probablement une très belle invendue, mais il a été présenté à l'exposition parisienne des Beaux-Arts et de l'Industrie de 1855. C'est un moulage donc des statues de Gylabertus avec beaucoup de soin, une finesse de détail absolument incroyable. Et ce sont donc là vous voyez les chapiteaux avec les lions affrontés. Il a moulé aussi pour d'autres églises le chapiteau de Job, qui se trouve aussi aux Augustins, dont l'original se trouve aussi aux Augustins, et puis bien sûr le chapiteau de la mort de Saint Jean-Baptiste avec Salomé, que nous voyons ici, qui présente la tête de Saint Jean-Baptiste. Vous avez l'original donc ici, et la copie de Virbin. Et vous voyez que ce sont des copies qui sont extraordinairement précises, extraordinairement fidèles. Voilà, c'est donc là que je vais arrêter ma conférence, mais si vous avez des questions, eh bien, je suis à votre disposition. Et si vous souhaitez connaître la suite des aventures de cette manufacture en matière d'art sacré, je vous propose la conférence du 7 janvier à la médiathèque, ce qui abordera alors toute l'œuvre de Gaston Virbin, et en particulier tout ce qui est émail et donc le tympan de la Dalbade, l'autel de la Vierge Noire à la Dorade, etc. Toutes ces œuvres magnifiques qui ont été faites par Gaston Virbin, le fils d'Auguste. Voilà, je suis sûre que j'ai dépassé complètement les horaires comme d'habitude, mais bon. Il s'agissait d'une rencontre avec l'auteur de l'ouvrage La Manufacture Virbin, Nelly Dessautet, paru aux éditions Terrefort, enregistré le 13 octobre 2020 à la librairie Ombre Blanche.